Bonjour, Carly. Bonjour, merci d'être venu. Certains, c'est la troisième présence à notre troisième activité. Nous sommes très contents de vous avoir ici. Et Mehdi, le séminaire d'aujourd'hui va se pencher sur les enjeux environnementaux et leur interaction avec l'immigration, les mobilités en Afrique, dans le le séminaire est un peu plus formel, donc je vais proposer un tour de table et nous dire votre impression. C'est quoi? Vous connaissez tous et toutes déjà. Mehdi était professeur d'économie à l'Institut national de l'Est et des économies c'est un Maroc. Et il est présentement professeur associé à l'université Mohamed V. Il est l'auteur de plusieurs contributions, des rapports sur les thèmes de l'immigration, l'immigration, ses conséquences économiques, l'éducation, la pauvreté, la formation et l'emploi, le développement durable et la gestion de l'eau et du changement climatique. Je me présente rapidement, Louisa Vernis, voilà, de la chaire de plaisir de plusieurs jours dessus. Je passe la parole à Eric. Oui, bonjour, Éric Chevauchery, le coordonnateur du Collège des chaires de recherche, qui a le plaisir donc d'accueillir Mehdi Lalou dans le cadre des chaires mobilité francophone. Bienvenue. Bonjour tout le monde, Stéphanie Garneau, je suis professeure à l'école de travail social ici à l'Université d'Ottawa et je travaille actuellement sur les migrations d'enfants et jeunes marocains et originaires d'Afrique subsaharienne qui passent ou qui se trouvent donc à vivre au Maroc et je rentre justement d'un petit séjour de 3 semaines dans le cadre d'un cours de recherche terrain où on est parti avec 13 étudiants et approfondir un peu la thématique ensemble. Je m'appelle Adi, troisième année en développement international et je travaille présentement avec Luisa et Janaina dans des recherches d'immigration. Je m'appelle Aziz Mires Benani, j'ai été conseiller de ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger, à Rabat, pendant 6 ans. Et depuis 2020, je suis donc conseiller à l'ambassade du Maroc ici à Ottawa. Je m'intéresse à la question migratoire et plus spécialement à la migration marocaine. Et donc, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici avec des nouveaux amis que j'apprécie beaucoup. Pauline Guimond, ici avec un chapeau de l'Institut Métropolis et notre réseau Métropolis Francophonie Mondiale. Donc, on a travaillé avec Mehdi. La question de l'impact du changement climatique sur la migration en Afrique m'intéresse au plus haut point. Et parce que je vois que dans mes choix journaliers ici, je peux avoir un impact sur ce qui se passe là-bas. Et je pense que c'est important qu'on parle de cette question. Bonjour, je suis Jean-Louis Edoguetin, doctorant à l'école d'études sociologiques et anthropologiques. Et je travaille sur les migrations subsahariennes au Maroc depuis un bon nombre d'années. J'ai un doctorat en géographie à l'Université de Montréal. Présentement, je travaille sous la direction de Luisa, où je suis affilié à sa chaire de recherche sur les migrations et les communautés francophones. Je travaille sur la mobilité francophone, notamment au Québec et en Italie. Merci à vous. Merci Luisa, merci Eric, merci d'être présent. Merci à l'Université d'Ottawa de nous recevoir. Je vais parler aujourd'hui d'un continent que je connais relativement bien, parce que c'est le mien. On commence à parler du continent noir. En fait, il est aussi brun, il est aussi blanc. Et ailleurs.
Là, je présente une carte neutre, une carte des Nations Unies, quasiment neutre ou presque neutre. C'est une carte qui présente les principales régions africaines telles que décidées par l'Organisation des Nations Unies, à laquelle je vais revenir un peu plus tard, peut-être. C'est une carte qui montre surtout la proximité qu'il y a entre le continent, il y a entre le continent africain et l'Europe, entre le continent africain et l'Asie à travers la péninsule arabique. Et puis, sans revenir, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, un circuit ou ce qu'on appelle les routes migratoires ou les couloirs migratoires. Donc, vous avez le pays le plus proche de l'Europe, c'est le Maroc. On voit la pointe de l'Andalousie et la pointe nord du Maroc entre Tanger et Tétouan. On est dans une distance de près de 14 km entre les deux points les plus proches du Maroc et de l'Espagne. Et puis après, il y a l'Europe qui se trouve au Maroc, à travers les deux villes occupées de Ceuta et Melilla et l'Espagne. Et puis après, on a à l'ouest les îles Canaries, et c'est vers le centre du Maroc, c'est les îles Canaries. Et le point le plus proche entre les îles Canaries et le Maroc, c'est entre Gadir et l'île de Fuerteventura, pour ceux qui connaissent ces îles. Et puis après, vous avez le Sénégal, à partir duquel un certain nombre de migrants ont commencé à partir vers 2005-2006. Mais c'est un peu bien loin des îles Canaries. Et puis, il y a l'autre voie, c'est la voie de contact entre l'Afrique, la Corne de l'Afrique et le Yémen, à travers une voie de passage par Djibouti, et par ce détroit que contrôle d'un côté Djibouti et le Yémen, mais aussi l'Éthiopie et l'Érythrée. Et puis un peu plus au nord, évidemment, il y a l'Égypte et ses contacts avec les pays à l'est de la Méditerranée. Puis au centre, nous avons la Tunisie et puis sa proximité à peu près 60 à 80 km avec les îles italiennes de Sicile, de Sardaigne et puis l'île de Lampedusa. C'est très rapide comme présentation. C'est donc l'Afrique. L'Afrique au centre de la planète, au centre du monde, pratiquement c'est le continent qui fait. Alors, si on étale, on monte sur une table, sur quelque chose de plat, on rencontre l'Afrique au centre du monde et l'Afrique également au centre de la migration, au centre des déplacements, de la mobilité humaine. J'en ai parlé avant-hier, puisque les hommes qu'on a déterminés comme étant les plus anciens du monde, un premier avait été trouvé vers la corne de l'Afrique, et puis un second, un peu plus vieux, si je puis dire, du côté du Maroc, dans la région de Chaouane, de Chichaouen et de Marrakech, et ça remonte à peu près 300 millions d'années. C'est donc l'origine du monde, d'où cette référence au centre de la planète. Je suis un professeur de sciences économiques à l'Université de Rabat depuis un certain nombre d'années, depuis plusieurs années, en fait quelques décennies, mais je suis surtout un professeur engagé en ce sens que lorsqu'on enseigne l'économie, on ne peut pas être neutre, on ne peut pas avoir d'approche neutre sur ce qui se passe dans son pays et à travers le monde. Et en fait, je suis un enseignant également de ce qu'on appelle l'économie politique. Et dans l'économie politique, il y a la politique. En ce sens que tout ce qui se passe en matière économique, en matière de politique économique, relève aussi et largement de l'approche de la notion de politique, c'est-à-dire de la notion de choix individuel, choix de groupe ou choix étatique. Et comme la mobilité humaine est un des éléments, comme l'homme est un facteur, entre deux guillemets, un élément ou un facteur de production, bien évidemment, l'approche de la mobilité des hommes, et aussi, ça s'aligne aussi en termes économiques, mais également en termes politiques. Et puis, à partir de là, j'ai un certain nombre de références, un certain nombre d'écrits, un certain nombre de discours, évidemment, des discours de diverses origines, de diverses natures, qui sont prononcés par diverses personnalités, aussi bien par des économistes que par des politiques, que par des responsables politiques. Et je trouve que cette phrase que je présente ici de l'ancien président Jacques Chirac, je vais y avoir référence au président Jacques Chirac encore une fois, parce que je trouvais que c'est un homme qui fait, au cours des 2 dernières décennies, il fait un peu exception à
à l'échelle européenne et à l'échelle notamment de la France. C'est l'homme qui a dit non à la guerre de 2003 contre l'Irak. C'est aussi l'homme qui présente, à partir de sa connaissance du continent africain et des relations entre le continent africain et l'Europe et la France en particulier, qui dit ce qu'il en est exactement de la situation à l'heure actuelle. Et puis c'est aussi l'homme qui, à un moment donné, et là nous avons le feu à côté de chez nous, là ici malheureusement, qui avait dit, et j'y reviendrai beaucoup plus loin, qui avait dit lors du sommet de la Terre en 2002 à Johannesburg, en Afrique du Sud, que nous regardons ailleurs alors que notre maison brûle. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, c'est-à-dire nous nous attachons à faire autre chose. Or, le feu est chez nous et le feu, là, pour ce sujet-là en particulier, c'est bien évidemment cette question il parle de pillage, il parle de prédation, mais arrivé, on parle aussi de mobilité humaine et de mobilité de personnes jeunes, moins jeunes, plus jeunes, de mineurs, comme vous venez d'y faire référence à partir d'une recherche que vous menez sur Casablanca, à Casablanca, donc au Maroc. Et donc, ce sont des choses qui sont rattachées fondamentalement à du politique, fondamentalement à du politique. Et donc là, Jacques Chirac qui disait, nous avons enseigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Ensuite, nous avons pris ces matières premières. Après, on a dit, les Africains ne sont bons à rien. Et tous les éléments. Et on verra qu'un autre président va dire plus tard à Dakar autre chose lorsqu'il va dire que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire, mais c'est une toute autre posture. L'Afrique est souvent présentée comme un continent pauvre, des populations pauvres, des pays pauvres. Mais en fait, l'Afrique, c'est un continent, un réservoir de ressources naturelles. L'Afrique abrite, comme c'est écrit ici, 30% des réserves mondiales minérales, 8% du gaz naturel à l'échelle du monde. Le continent possède 40% de l'or à l'échelle mondiale. Or, la plupart des banques africaines, des banques centrales africaines n'ont pas un gramme d'or dans leur stock, y compris l'un des principaux producteurs, qui est le Mali. L'Afrique possède les plus grandes réserves de cobalt, de diamants, d'uranium, de phosphate. Il détient aussi 60% des terres arables, 65% des terres arabes aujourd'hui disponibles à travers le monde. Et puis, dans la plupart des pays africains, le capital naturel représente 60%, entre 30 et 50% de la richesse totale du continent, des populations. Et 70% des populations sud-africaines vivent en étant attachées directement à la terre, en ce sens qu'on est sur le plan économique à un stade encore pré-industriel, si on peut parler d'industrialisation en Afrique, et que ces éléments-là de la nature font aujourd'hui la vie des hommes sur le continent africain. Ça veut dire que si on touche un de ces éléments qui se rattachent à la nature, évidemment, on a toute la chaîne de production de valeur ou de non-production de valeur qui s'enclenche particulièrement dans le secteur de l'agriculture et également dans le secteur de la pêche. Et puis l'autre élément important, c'est que l'Afrique, et ça on est dans l'environnement de plein pied. Alors, en Afrique, le continent africain dispose d'à peu près 300 millions d'hectares de forêt. Et là, il y a 6 pays en Afrique centrale qui disposent de 200 millions d'hectares de forêt. Et à titre de comparaison, c'est à peu près la superficie de forêt au Canada, en espérant que le feu s'arrête, parce qu'apparemment, il y a déjà eu 3 ou 4 millions d'hectares qui sont partis en fumée, mais la comparaison est là. Le continent africain dispose, ou en tous les cas disposait, ça fait quelques décennies, de près de 300 millions d'hectares, sauf que de forêt, sauf que une bonne partie est en train de partir, non pas en fumée, mais en destruction, en déprédation, par le fait soit des usages inconsidérés de la forêt à l'échelle locale, soit en raison de l'arrivée de la surexploitation de cette forêt par un certain nombre de groupes internationaux, notamment certains d'origine française. Je vais citer certainement progressivement dans cette présentation. La nature, les hommes. L'Afrique aujourd'hui, c'est à peu près 14-15% de la population mondiale.
Et les Nations Unies estiment leur projection au sujet de la population que la population africaine pourrait se monter à peu près 2 milliards de personnes en 2050 et 4 milliards de personnes en 2100. On est parti, ça fait quelques années, d'une population africaine qui représentait entre 7 et 10% de la population mondiale. Aujourd'hui, on en est à 15%. En 2050, on sera à peu près à 17-18% de la population mondiale représentée par la population africaine. Et cela pour la raison toute simple, c'est que l'Afrique est encore en situation de pré-transition démographique, avec des taux de croissance démographique qui sont compris entre 2,2, 2,3 et 2,5%, particulièrement au niveau de l'Afrique centrale, l'Afrique subsaharienne, des pays comme le Niger, comme le Mali, comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire, même alors que dans les pays en tous les cas du Maghreb, les taux de croissance démographique se rapprochent des taux européens. Nous avons dans cette partie du monde des progressions démographiques importantes. Et puis, nous avons surtout, avec cette progression de la population, nous avons surtout la partie la plus jeune de la population qui représente en Afrique aujourd'hui pratiquement 3 personnes sur 5 sont âgées de moins de 25 ans. Je devais ajouter un S et il a disparu dans la nature, mais c'est pas grave. C'est donc à peu près 3 personnes sur 5 ont un âge inférieur à 24 ans, ce qui est extrêmement important en termes de pression pour avoir des ressources nouvelles, pour disposer de richesses nouvelles, et puis surtout en termes de pression pour avoir de l'emploi là où apparemment il n'existe pas beaucoup d'emplois pour un certain nombre de raisons auxquelles je vais revenir. Et cette comparaison est importante. Tout à l'heure, on a fait la proximité, on a présenté la proximité physique par rapport au continent européen. Là, on a cette proximité physique est plus ou moins exacerbée par le fait que nous sommes face à 2 populations qui sont structurellement en posture, non pas contradictoire, mais totalement différente. En Afrique, nous avons une population extrêmement jeune. En Europe, notamment, le cas de l'Europe peut être étendu à l'ensemble des pays de l'OCDE. Nous avons des populations plutôt vieilles ou qui ont tendance à vieillir avec des proportions des personnes âgées de 60, 65 ans et plus qui ont déjà commencé à s'accroître, ce qui signifie que nous allons avoir dans les pays de l'OCDE et des pays de l'Union européenne plus particulièrement un taux de dépendance des populations en âge avancé qui sera beaucoup plus important au cours des années et des décennies à venir par rapport à ce qui se passait, ça fait quelques décennies, mais également en comparaison avec les pays africains. Et puis après, nous avons ces populations nouvelles pour une économie nouvelle qu'on entrevoit à peine, c'est-à-dire une économie nouvelle où nous allons avoir une tendance à ce que les personnes âgées de 80 ans ou 90 ans et même au-delà deviennent une partie extrêmement importante de la population. Lorsqu'on dit ça, on parle des besoins en matière de santé, en matière de soutien, en matière d'économie au profit des personnes, mais aussi en matière de tout ce qui se rapporte à la santé. À partir de là, comment faire pour aller chercher la population là où elle est en excédent, entre parenthèses, pour la partie qui peut encore contribuer au travail et à la couverture des besoins de ces populations, et comment faire en sorte qu'on arrive à un équilibre entre les besoins exprimés par les uns en termes de ressources humaines et les besoins exprimés par les autres en termes de recherche d'emploi pour travailler les ressources humaines dont ils disposent. L'Afrique est un continent pauvre, on le voit sur les chiffres. On a les données de la nature disent ce que je viens de dire tout à l'heure, et puis l'Afrique est un continent pauvre, on le voit en termes monétaires, c'est le dernier du classement mondial entre toutes les nations. Et je parle d'une façon globale lorsqu'on a une approximation, une comparaison à l'échelle de continents. Nous avons la moyenne mondiale calculée en 2016 qui est à peu près $10 000, un peu plus de $10 000 par habitant et par an à l'échelle planétaire. Et puis nous avons au niveau de l'Afrique $1 809 par habitant et par an, avec des écarts importants au sein de l'Afrique entre des pays comme l'Afrique du Sud, le pays le plus développé d'Afrique,
ou le Maroc, ou encore l'Algérie, ou encore la Tunisie. Et après, un niveau de pauvreté monétaire extrêmement important pour des pays comme la Somalie, comme le Soudan, comme le Tchad et ailleurs. Et là, on ne parle pas par ailleurs des écarts importants particuliers entre certains États à travers le monde et entre ces États et des pays africains. Je pense notamment à un pays comme la Norvège, comme le Luxembourg en Europe, ou à des pays des monarchies pétrolières ou des principautés pétrolières comme les Émirats arabes unis ou comme le Qatar, ce qui fait que nous sommes dans des écarts parfois de 1 à 100, 1 à 120, 1 à 130 entre les pays les plus pauvres et les pays les plus riches lorsqu'on prend les écarts moyens par habitant, soit des écarts évidemment insoutenables, ne serait-ce qu'en termes de comparaison chiffrée physique, non, et pas seulement en termes lorsqu'on commence à faire des comparaisons par rapport à ce que les revenus des uns et des autres permettent aux uns ou ne permettent pas aux uns et aux autres. Un continent pauvre, et cette expression de continent pauvre apparaît lorsqu'on reprend l'ensemble des pays africains et nous constatons que nous avons là une liste, il y a là une liste des pays les plus pauvres à travers le monde et parmi ces pays les plus pauvres, nous avons 23 pays africains. Nous avons 23 pays africains et lorsqu'on a la pauvreté, on a aussi une croissance démographique importante. La pauvreté étant liée à une croissance démographique importante ou la croissance importante de la population peut être aussi causée par la question de la pauvreté. En tous les cas, il y a un lien important entre la pauvreté et la croissance démographique et également entre croissance démographique et niveau éducatif. J'aurai quelques éléments à apporter à ce sujet par la suite. Mais globalement, l'Afrique, avec toutes les richesses naturelles dont j'ai parlé, représente le continent le plus pauvre de la planète, avec 23 pays parmi les plus pauvres. On y ajoute un peu l'Afghanistan de temps à autre, et puis le Tibet, parfois, ce qui équilibre un peu la situation par rapport au terme de pauvreté relative en comparaison avec la situation à l'international. Pourquoi l'Afrique est-elle pauvre ou pourquoi pourquoi appauvrie? Pourquoi elle est appauvrie? Parce qu'il y a des raisons. Il y a des raisons. Lorsque vous avez un pays comme la Corée du Sud ou un pays comme le Japon, sans ressources naturelles, ou un pays comme Singapour, là aussi sans ressources naturelles, ou même des pays comme le Portugal ou comme la France, comme l'Espagne, des pays sans ressources naturelles, mais pour autant, ils sont parmi les pays aujourd'hui riches, développés, industrialisés, avec des revenus importants par habitant. C'est qu'il y a des raisons. Il y a des raisons, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons, je vais parler rapidement, mais ce n'est pas l'essentiel, de legs politique coloniale. La quasi-totalité des pays africains a été colonisée jusqu'aux années 1950-60, milieu des années 60. Soit sous colonie économique, soit avec présence militaire, soit parce qu'ils étaient considérés comme appartenant à des pays européens, comme le cas de l'Afrique du Sud, ou le cas du Zimbabwe, ou le cas, j'en ai parlé hier, de l'Algérie. Et dans tous les cas, on a une présence coloniale importante sur l'ensemble du continent africain. Ce legs politique colonial, c'est une histoire aussi d'infrastructures. On n'a pas mis en place les infrastructures qu'il fallait. On considérait l'Afrique comme un comptoir, comme une mine exploitée à ciel ouvert. On n'a pas construit les écoles qu'il fallait comme il le fallait. Je viens de parler de l'Espagne. L'Espagne, c'était un pays pauvre jusqu'au début des années 70 de l'autre siècle, sauf que dans sa pauvreté, le système politique avait permis de réaliser un certain nombre de choses, d'infrastructures, d'écoles, de structures de santé, ainsi de suite, ce qui fait que lorsque d'autres conditions politiques et institutionnelles ont été réunies, le pays a pu se développer. La même chose peut être dite du Portugal, la même chose peut être dite de la Grèce, par exemple, pour parler des pays limitrophes ou des pays limitrophes, évidemment, très proches de l'Afrique sur le plan physique, mais le legs politique colonial n'a pas laissé ce genre de choses, ce qui fait que lorsque les États ou les pays sont devenus brusquement indépendants, chacun dans un processus donné, il fallait mettre tout, il fallait tout faire ou il fallait tout commencer pratiquement à zéro. Et puis après, avec cela, on a d'une certaine façon l'absence de la démocratie.
sur pratiquement l'ensemble du continent. On a la mauvaise gouvernance économique, sociale et politique attachée à plusieurs raisons historiques, institutionnelles, économiques, la dépendance vis-à-vis de groupes étrangers, vis-à-vis d'États étrangers, et ainsi de suite. Nous avons aussi des systèmes corrompus, fortement corrompus, ce qui signifie qu'une bonne partie de la richesse nationale échappe aux circuits économiques normaux ou que la machine économique et institutionnelle et sociale ne fonctionne que si il y a ce facteur extérieur qui est un facteur pratiquement, qui constitue un facteur obstacle, un des obstacles majeurs au développement à l'intérieur de tous les pays. Et plus la corruption est importante, plus un pays est sous-développé, et plus un pays est sous-développé, plus la corruption, ça va ensemble. Et puis évidemment, moins il y a de corruption, plus on peut considérer qu'un pays est développé. Presque une liaison automatique et entre l'absence de corruption et le développement, ou entre la corruption et l'absence de développement. Puis nous avons les interférences internationales. Et puis désormais, il y a le réchauffement climatique. Il y a la question, du climat qui affecte les sols africains, qui affecte la forêt africaine, qui affecte les eaux africaines, qui affecte les côtes africaines. Et là, dans le réchauffement climatique, on est en plein dans la problématique environnementale. Et ce réchauffement climatique est d'autant plus pénalisant pour l'Afrique, que l'Afrique n'est responsable, selon les estimations à l'international, que de 3 à 4% de tous les rejets qui affectent l'atmosphère, qui sont à l'origine de ces changements climatiques. Et par ailleurs, l'Afrique n'est pas préparée, ni financièrement, ni humainement, à faire face aux effets néfastes d'un tel réchauffement climatique. Je reviendrai un peu plus tard. Et puis, on a un autre motif, lorsque vous êtes ferme, lorsque institutionnellement, vous ne pouvez pas vous protéger, vous n'avez pas la capacité de vous protéger d'une façon ou d'une autre, soit politiquement, soit institutionnellement, soit militairement, vous avez des groupes prédateurs qui viennent s'installer chez vous, qui viennent se servir chez vous, que ce soit des groupes prédateurs chez vous-même ou qui viennent du pays voisin ou qui viennent de l'extérieur. Et donc, nous avons la prédation qui est faite sur la forêt, sur les mines, sur les eaux, sur les pêches maritimes, de groupes de toute nature, de toute origine. De toute nature, ça peut être des groupes étatiques, ça peut être des groupes économiques privés, ça peut être des multinationales, comme ça peut être, comme aujourd'hui, des groupes militaires ou des groupes paramilitaires, comme c'est le cas dont on parle depuis peu, de ce groupe qui s'appelle Wagner, et qui est d'une certaine façon, sous prétexte de remplacer l'influence de la France en Afrique, est en train d'installer une autre influence d'un autre pays, qui est la Russie, avec d'autres moyens, parfois peut-être les mêmes, mais les moyens d'aujourd'hui apparaissent comme étant beaucoup plus brutaux que ce qui s'est passé, ça fait 30 ou 40 ans, mais qui peuvent être comparables à ce qui s'est passé pendant les périodes coloniales. Évidemment, ces prédations, ça prive les pays africains de ressources. Le Mali, je viens de dire, est un pays gros producteur d'or, il n'a pas d'or. Ça veut dire que les groupes internationaux prennent tout l'or du Mali dans leur coffre, soit chez elles, soit chez eux, soit chez le pays, ils appartiennent. Et après, avec cela, nous avons les guerres civiles, les guerres interétatiques, les guerres intra-étatiques. On estime à peu près le nombre de foyers actifs, de foyers de guerre actifs aujourd'hui en Afrique, entre 24 et 27. Toutes les régions de l'Afrique, au nord, au Sahel, à l'ouest, à l'est. On vient de voir repartir la guerre au Soudan, avant cela la guerre du Soudan du Sud, avant cela la guerre au Darfour, avant cela le Cameroun, entre le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone, avant cela, pendant cela, et après cela, toutes les guerres djihadistes au centre, en Afrique centrale. Lorsque je dis Afrique centrale, c'est-à-dire l'ensemble de la région Afrique centrale, la République centrafricaine, le Mali, le Niger, aujourd'hui le Burkina Faso et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça fait, ces guerres civiles? Ça fait que vous avez une perte de richesse importante, des pertes de richesse extrêmement importantes. Vous avez aussi incapacité d'investir, incapacité de produire, incapacité de tenir des systèmes de santé, incapacité de tenir les systèmes éducatifs. Et tout cela donc s'accumule pour faire donc accroître cette situation de pauvreté, danger. Je suis en train
de parler. Parfois, ces guerres civiles sont alimentées par les mêmes groupes prédateurs dont j'ai parlé. Si vous reprenez l'histoire, on en parle tout récemment devant certains tribunaux français, l'histoire du groupe Castel, un groupe spécialisé dans la production de bière. Ce groupe-là est présent dans à peu près 23 pays en Afrique. On estime qu'il est pour une grande partie, qu'il a alimenté pour une grande partie la guerre civile en Centrafrique. Un autre groupe qui s'appelle Bolloré, évidemment, des références existent un peu partout. On estime que non seulement il a contribué de la surexploitation de la forêt africaine, en exploitant des essences rares de la forêt au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, entre autres, mais que cette exploitation de la forêt a servi pour alimenter les guerres civiles au Libéria et dans toute la zone centrale africaine. Non seulement on participe de la prédation, mais on fait en sorte que, évidemment, on alimente un groupe contre un autre pour se maintenir d'une certaine façon en pleine disposition de ces ressources naturelles dont je viens de parler. Puis après, vous avez le poids des dépenses militaires et de sécurité. Sécurité entre deux guillemets. Sécurité pour qui? Mais le poids des dépenses militaires. J'ai parlé avant-hier des dépenses militaires du Maroc et de l'Algérie, annuellement à peu près 18 milliards de dollars, mais pour l'ensemble de l'Afrique, c'est presque 40 milliards de dollars. Pour un pays sans ressources, 40 ou 50 ou même 30 milliards de dollars, ça fait une sortie de ressources financières extrêmement préjudiciable pour l'économie. Évidemment, plus on sort de ressources de cette nature, moins il en reste pour l'école, pour la santé, pour se protéger contre les effets du réchauffement climatique et ainsi de suite. J'aurai d'autres statistiques pour dire les effets d'une telle situation. Et puis après, face à ces évolutions, face aux effets du réchauffement climatique, nous avons une incapacité de réaction. Un pays comme la Hollande, ou comme la France, ou même le Canada, même avec les difficultés que nous voyons aujourd'hui pour contrer les incendies, ou les États-Unis d'Amérique et autres pays européens, les moyens humains, les moyens financiers, les moyens matériels permettent soit de résorber, soit de limiter, soit de prévoir un certain nombre d'effets du réchauffement climatique ou des transformations de l'environnement, de transformation de l'environnement, et on essaye d'y faire face, on y fait face par des moyens institutionnels, juridiques, mais aussi par des moyens humains, par des moyens matériels, par des moyens financiers. On peut injecter des ressources financières pour pouvoir effectuer, réaliser des investissements ou des infrastructures de nature à se protéger légèrement des transformations climatiques ou à s'y adapter sur le moyen et sur le long terme. Or, les pays africains ne disposent pas de ces moyens. Et nous avons, avec ces moyens-là, nous avons de faibles niveaux de scolarité. Évidemment, parfois, on présente certains pays comme étant arrivés à une scolarisation de 95 ou de 100% de leur population scolarisable pour l'ensemble de l'Afrique. Ce sont des chiffres officiels qui sont parfois donnés par des instances pertinentes comme l'UNESCO, par exemple. Mais derrière, évidemment, ces taux-là peuvent être seulement virtuels. Le cas du Maroc, par exemple, un cas que je connais, souvent présente, on dit que la scolarisation est pratiquement généralisée en milieu urbain comme en milieu rural. Pour les enfants en âge d'être scolarisés jusqu'à l'âge de 16 ans, évidemment, les chiffres peuvent être bons, sauf que la réalité peut être totalement différente, et notamment le fait que 400 500 000 enfants quittent l'école chaque année, alors qu'ils n'ont aucun diplôme. Et que par ailleurs, on peut inscrire des enfants au début de l'année, mais qu'on ne retrouve plus un mois plus tard ou 2 mois ou 3 mois plus tard dans les écoles. Et cette situation-là est encore plus grave dans les pays d'Afrique centrale et d'Afrique subsaharienne. Et par ailleurs, on peut avoir scolarisé tous les enfants, mais on va les scolariser dans des écoles avec 60, 65, 80 parfois enfants par classe, avec 3-4 niveaux par classe. On peut les scolariser, mais on n'a pas d'eau dans les écoles. Il n'y a pas d'électricité dans les écoles. Il n'y a pas de toilettes pour les jeunes filles dans les écoles. Et donc, ce qui fait qu'à l'arrivée, même si c'est les taux officiels ou les taux qu'on avance peuvent apparaître comme étant extrêmement positifs, la réalité fait que la question de la scolarité
en ce sens que faire apprendre aux gens des éléments qui leur permettent de vivre, de créer de la richesse, de se protéger, de faire face au réchauffement climatique, de comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle de réchauffement climatique. Bien évidemment, ces conditions-là ne sont pas réunies parce que l'école ne peut pas, parce que l'argent manque pour cela. On a dépensé de l'argent pour acheter des armes, parce que l'argent est parti ailleurs à un certain nombre de moyens que j'ai signalés avant cela. Puis après, nous avons, avec l'école, l'absence de ces difficultés d'école, de l'école, on a les difficultés liées à la recherche scientifique. Il n'y a pas de moyens pour financer la recherche scientifique. Il n'y a pas de moyens pour élaborer des programmes pour faire face aux différentes crises du continent africain. On connaît les crises, on peut les sérier, la crise sanitaire, la problématique de la santé, la problématique de l'environnement, la problématique de la protection de la forêt, la problématique de la protection des eaux, les problématiques de la protection du littoral. Tout cela, dans un pays normal, peuvent être des programmes financés par l'État ou financés par des groupes comme l'Union européenne, qui sont de l'Union européenne justement. Sauf que dans les pays africains, bien évidemment, vous avez ces problèmes, mais il n'y a pas la capacité, il n'y a pas de création de moyens pour pouvoir faire face, pour pouvoir les affronter. Puis avec cela, nous avons des départs importants de personnes qualifiées hors d'Afrique. Non seulement il y a peu, mais il y a des départs à des niveaux importants. Je vais donner un certain nombre, quelques chiffres par la suite pour étayer cela. Ainsi, comme je viens de le dire, on estimait au milieu de la dernière décennie que l'Afrique ne disposait que de 80 scientifiques et ingénieurs par million d'habitants, alors que 80 par rapport à 2,4, 2500 en Europe, 4000 aux États-Unis ou 4000 aux États-Unis d'Amérique. C'est un nombre extrêmement faible. Et par ailleurs, on estimait au cours de la même décennie que près d'un ingénieur ou près d'une personne qualifiée sur 9, mais probablement plus, qui quitte le continent africain pour travailler ailleurs. On estimait que des pays comme Djibouti ou comme le pays au nord de l'Afrique du Sud, la Namibie, où il n'y avait pas de médecins, la plupart de leurs médecins formés à l'extérieur sont restés à l'étranger. Beaucoup de médecins égyptiens, de grands professeurs égyptiens, de grands professeurs marocains ou tunisiens travaillent dans des hôpitaux étrangers, américains, canadiens, anglais et européens. Puis on estimait, pour faire cela, pour faire très court, que le nombre de migrants africains, parmi eux, les personnes hautement qualifiées, leur nombre a cru pratiquement de plus de 40 000 personnes par an. Pour revenir à la population marocaine, aujourd'hui, il se trouve hors du Maroc près de 550 à 600 000 personnes hautement qualifiées. On parlait par exemple d'un secteur important comme le secteur de la santé. On a vu combien ce secteur est devenu névralgique avec la crise de la Covid. Le Maroc ne disposait en 2020 que de 23 000 médecins, alors qu'il en avait besoin pour 60 000. C'est-à-dire qu'il y avait un manque pratiquement de 3/5. Et sur ces 30 000 manquants, 35 000 manquants, une quinzaine de milliers exerçaient à l'international. Donc, nous avons cette situation où, alors qu'un pays est en manque, ses citoyens sont à l'extérieur, travaillent à l'extérieur. Et puis, vous avez dû entendre parler de ce monsieur qui a été intégré à l'administration Trump en 2020-2021 pour lutter contre la Covid. C'est un Marocain qui a été à l'origine, justement, de la création du vaccin américain pour lutter contre le Covid, comme un autre médecin important marocain qui travaillait avec les Coréens pour produire la même chose, alors même que par ailleurs, ce sont des migrants turcs qui étaient à l'origine de la création du vaccin qui avait été utilisé en Europe pour lutter contre le Covid également. Pas de recherche scientifique, mais on le voit. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. Pour certains pays, comme l'Angola, alors même que c'est un pays extrêmement riche, moins de 0,03% du PIB est consacré à la recherche scientifique. La même chose pour le Nigeria. Il n'y a qu'en Afrique du Sud, on arrive à des taux de 0,81%. Au Maroc, un taux de 0,71%.
Et même, ce sont des données qui sont un peu perturbantes, parce que pour l'essentiel, ce sont des montants qui vont au salaire, nécessairement vers des programmes de recherche, nécessairement vers des programmes de recherche scientifique. Ces chiffres-là, je vous les présente parce que je suis membre d'une association qui s'appelle la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques. C'est une fédération qui est membre partenaire de l'UNESCO. Et partant de cette situation de crise environnementale et sanitaire, partant de cette situation de crise de financement du système de la recherche dans le continent africain, on a lancé à partir de 2020 une initiative pour la création d'un fonds dédié à la recherche scientifique, un fonds mondial dédié à la recherche scientifique sur le continent africain, évidemment avec des propositions de financement, avec des propositions de gestion. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà le tableau qui dit les données relatives à la recherche scientifique sur le continent africain. Très peu de moyens. Très peu de moyens, même à partir de pays très riches, en pétrole notamment, comme le Nigeria ou comme l'Algérie, par exemple. Voilà la source de ces données, si jamais quelqu'un est intéressé par ça. Alors, lorsqu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on va dire en matière migratoire? On a dit ça, qu'est-ce qu'on va dire en matière de création de richesses en Afrique pour limiter la migration? Vous avez parlé de ça avant-hier, parlant de la question migratoire sur le pourtour méditerranéen. Là, il y a un rapport de l'Organisation des migrations internationales, justement, qui dit qu'il faut remettre en question le récit migratoire. Je vais présenter un tableau où il apparaissait que le nombre de migrants reçus en Afrique montait à peu près à 23 millions de personnes, sur une population migrante à l'échelle mondiale de près de 259 millions de personnes en 2016, et que le continent africain était à l'origine du départ de 35 millions de personnes. 35 millions par rapport à 23 millions, ça fait un écart net de 12 millions de personnes. Aujourd'hui, avec 272 millions en 2019 de migrants à l'international, nous voyons les chiffres de l'Organisation des migrations internationales qui disent notamment que, par exemple, l'Afrique ne représente que 14%, les citoyens de pays africains ne représentent que 14% de l'ensemble des migrants à l'international, alors qu'un continent comme l'Europe en représente 24%. Que l'Asie en représente 41%. Et donc, à la limite, on peut dire que presque, c'est par accident que l'Afrique apparaît sur ces statistiques mondiales, alors même que toutes les raisons se sont réunies pour filer justement cette explosion de migration ou ce flux de migration incessant, inarrêtable, à partir de l'Afrique vers le restant de l'Europe, et vers le restant du monde, et notamment vers les pays de l'Union européenne. Le récit, j'en ai un peu parlé avant-hier. J'ai dit les éléments qui peuvent être à l'origine d'une partie du phénomène à partir de l'Afrique. Maintenant, évidemment, c'est quoi proposer, quoi faire, comment le faire. Lorsqu'on a établi le diagnostic, lorsqu'on a dit quelles sont les responsabilités des uns et des autres, qui est responsable des prédations, qui est responsable de la surexploitation, qui est responsable du fait que les populations ne vont pas à l'école, ne puissent pas fournir les richesses qu'il faut pour faire face aux problèmes que nous affrontons, que le continent africain affronte. Nous affrontons, je dis le nous, parce que je suis africain, je dis le nous parce qu'on relève du genre humain et que cette problématique est bien évidemment la nôtre. Et là, je reviens de nouveau à Chirac. C'est surtout de se tenir que l'homme africain ne pas le soutenir. C'est ne pas soutenir que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. C'est le discours de Sarkozy, nouvellement président de la République en France. Il a prononcé à Dakar, devant la jeunesse africaine. Évidemment, il a fait table rase de la France-Afrique, de ce que fait El Paquitaine, de ce que font les groupes de toute origine française ou européenne ou américaine,
d'ailleurs présent. Mais pour lui, s'il y a un problème, c'est que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Le jeune africain n'est pas entré. Pour qu'il rentre, il a été entré. Et puis on peut entrer dans l'histoire de plusieurs façons. Ne pas entrer à l'histoire probablement de la façon avec laquelle le président prenait cela en considération. Mais il sait qu'il était responsable d'une partie de cette chose-là, de la France. Et ça a continué. Je ne sais pas si vous avez vu hier les journaux, hier ou avant-hier. On parle de la désignation du nouveau président du Liban. Et puis la France, le président français a désigné un représentant français au Liban. Déjà. Et puis la question est posée, est-ce que la France a un choix de président libanais? Poser la question est problématique. Et c'est exactement la même chose pour beaucoup de pays africains. La même chose avec qui on est d'accord et avec qui on n'est pas d'accord. Et si, par exemple, un président comme Macky Sall, tout dernièrement, a refusé de partir, laisser la place, laisser libre pour une élection démocratique, c'est qu'il savait que aussi bien les Français que les Américains, de guillemets, étant pour la stabilité, on dit qu'il reste. Et à partir de là, il avait le feu pour agir comme il a agi. Ne pas remettre en cause ce récit, c'est également ne pas remettre le concept de la France-Afrique, s'agissant de l'Afrique. Pourquoi la France? Parce que c'est le principal partenaire de l'Afrique. Parce que c'est la principale puissance coloniale en Afrique. Parce que c'est elle qui a le plus grand nombre de groupes agissant dans le sens dont je viens de parler. Bolloré, Castel, groupe média, Canal+, et ainsi de suite. Puis évidemment, c'est elle qui lance ses opérations de sécurisation comme ses opérations Barkhane, qui ont duré sur 10 ans. Coûté la bagatelle d'1 million, 1,5 million d'euros par jour. Tout argent qui aurait pu être utilisé à bon escient. Par ailleurs, la France qui détient les clés du franc CFA, qui garde l'or du pays africain dans les réserves de la Banque centrale française. Donc tout ça a fait été. C'est ne pas remettre en cause ce récit, le récit lié à la migration, c'est soutenir le libre marché avec le continent. Et le libre marché, c'est-à-dire la pagaille, c'est-à-dire la foire, c'est-à-dire chacun fait comme il veut, comme il l'entend, là où il veut, comme il le veut, alors que les règles de ce libre marché sont soit absentes, soit totalement obscures. Soit les États sont incapables de réguler leur marché, de le contrôler, d'établir la libre concurrence ou pas, de prélever des impôts, soit par ailleurs, l'Union africaine est incapable de faire ce que fait aujourd'hui la Commission européenne pour réguler la circulation des personnes et pour réguler la production et la circulation des biens et des services sur le continent européen, mais aussi entre le continent européen et l'extérieur, pour lutter contre le chômage, pour lutter contre la corruption, pour faire respecter l'état de droit, y compris dans les échanges économiques. Ne pas remettre en cause ce récit, c'est poursuivre les ventes d'armement à des rythmes élevés, comme celui dont je viens de parler. C'est ne rien faire pour compenser l'accueil des compétences africaines, à l'image de ce qui s'est passé durant, on a vu ça a sauté aux yeux lors de la Covid, lorsque les premiers vaccins sont apparus. On a d'abord servi l'Europe, l'Amérique, et après, l'Afrique pourrait attendre. Et elle a attendu. Puis après, on a dit, tiens, c'est parce que culturellement, ils ne veulent pas, ils n'aiment pas, ils ont du soleil, trop de soleil. Ça a fait que la Covid n'a rien exercé sur eux. Mais par ailleurs, on n'a pas transmis non plus d'autres moyens, des moyens de santé, justement pour lutter contre les autres virus ou les autres épidémies qui ravagent le continent africain, notamment le sida et autres épidémies qui font que le taux de l'espérance de vie à la naissance en Afrique est aujourd'hui de près de 61 à 64 ans, alors qu'elle est de 80 à 85 ans dans les pays d'OCDE. Un écart qui s'explique par cette absence de ressources ou de moyens sanitaires, mais aussi par la question de la pauvreté dont je viens de parler. Et puis, ne pas remettre en cause ce récit, justement, c'est pour continuer, en continuant à faire pression de toutes parts, comme dont j'ai parlé avant-hier au sujet des pressions de l'Italie sur la Tunisie, mais aussi de l'Union européenne sur le Maroc, mais aussi de l'Union européenne sur le Sénégal, ou sur le Niger, par exemple.
le Niger, un exemple parlant de cette situation de grave distorsion dans la relation entre le Nord et le Sud, aussi cette grave distorsion dans la situation de pauvreté dans certains États africains. Le Niger est à l'origine de tout l'uranium qui a permis à la France d'installer ces réseaux de centrales nucléaires. Il n'y en a plus aujourd'hui au Niger, sauf qu'il est resté 20 millions de tonnes de déchets d'uranium, pour lesquels l'État du Niger ne peut strictement rien faire, avec une montée en puissance des problèmes de santé, de cancer. Et puis le Niger, évidemment, aujourd'hui, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, sa population explose. Pratiquement, dans 30 ans, 40 ans, sa population va être multipliée par 4. Parce que justement, il n'y a plus que la ressource humaine pour pouvoir créer de la richesse, ce qui est également le cas du Nigeria. C'est également le cas du Nigeria, dont on estime, le Nigeria, que ce pays a perdu au cours des 20 dernières années pratiquement 49 milliards de dollars au titre des transferts de pétrole cachés, parfois effectués par des groupes officiels, groupes privés comme Elf Aquitaine. On produit du pétrole, on le prend sur un bateau, on le met sur un tanker européen, alors même que l'État nigérian n'a rien vu dans ce transfert. Et puis par ailleurs, pour revenir à l'environnement, le golfe du Niger est totalement détruit par les rejets pétroliers dans la zone. Lorsque vous avez des rejets pétroliers, vous avez toute la zone qui n'est plus utilisable pour aucune autre activité, y compris bien évidemment l'activité agricole, mais vous avez aussi une détérioration des ressources maritimes, des ressources marines qu'on retrouve au large du continent, au large du Nigeria. Ne pas remettre en cause le récit, c'est aussi, comme là je reviens là à Chirac, de nouveau, c'est regarder ailleurs alors que notre maison brûle. On dit ne pas voir les raisons fondamentales derrière la pauvreté africaine. Et les raisons fondamentales qui sont à l'origine de ce nombre, même réduit, de migrants africains qui tentent d'aller chercher leur vie ailleurs, d'aller chercher un espoir ailleurs, d'aller travailler ailleurs, alors que sur leur continent, ils avaient toutes les latitudes pour pouvoir produire, vivre, travailler, et ainsi de suite. Alors voilà très rapidement quelques types de chapitres énoncés. Chaque énoncé est un sujet à part. Et du coup, on ramène cette problématique à ce qu'est véritablement aujourd'hui l'Afrique, un continent ouvert à tous les vents, intérieur comme extérieur, où l'homme africain est celui qui intéresse le moins, alors que ce qui intéresse le plus aujourd'hui, c'est ces puissances d'influence, les unes pour avoir des terres nouvelles, ça vient aussi de pays comme l'Arabie, comme les Émirats, qui sont en train d'acheter des terres pour pouvoir produire les moyens agricoles dont ils ont besoin. La Chine qui se bagarre avec les États-Unis d'Amérique ou avec l'Europe pour avoir accès aux ressources pétrolières, gazières et également aux ressources de la terre africaine. Les flottes russes ou françaises ou espagnoles ou européennes d'une façon globale pour avoir du poisson pas cher sur la face atlantique du continent africain, et puis les Turcs, et puis les Turcs, et puis les Canadiens aussi, parfois certains groupes canadiens. J'ai parlé du Mali, la principale société de production d'or, elle se trouve également au Mali et également au Burkina Faso. Bien évidemment, quoi faire? C'est faire face à tout cela, c'est réviser tout cela, c'est faire en sorte que la société civile africaine se prenne en charge, c'est faire en sorte que les gouvernements africains changent de politique économique et sociale, c'est faire en sorte que l'Union africaine se charge véritablement de réguler les marchés, de mettre un peu d'ordre dans ce qui se passe sur
le continent africain, et puis faire en sorte que les États qui le peuvent, qui le veulent, les États de droit, mais là je parle des États nord-américains, le Canada, les États-Unis d'Amérique, l'Europe, dans son ensemble, principalement l'Europe de l'Union européenne, mais aussi le Japon ou la Corée du Sud, faire en sorte que des règles claires soient imposées à leur société, à leur groupe, quelle que soit leur nature, pour qu'elles soient moins prédateurs dans les pays en question. C'est faire en sorte que les régulations européennes en matière d'exportation de produits chimiques, d'insecticides, par exemple, se fassent partout à travers le monde, que c'est le même comportement partout où vous avez à prendre des décisions et que les règles de protection de la nature qui sont appliquées sur l'Union, dans les pays de l'Union européenne, doivent être étendues à tous les pays ou des sociétés européennes interpermettant justement ce lien pratiquement d'interdépendance absolue qui relie aujourd'hui les États et les pays entre eux. Donc c'est tout cela. Et des possibilités de changement, puis j'en ai parlé un peu hier et avant-hier, deux fondements au changement, l'école et la recherche. L'école et la recherche et un partenariat tenant compte du fait que si on fait mal aux voisins, cela peut se répercuter. J'ai parlé à un moment, je vais arrêter là, j'ai parlé à une collègue qui était présente hier ici. On a parlé du jeu d'échecs. Je joue un peu aux échecs. Et aux échecs, il y a une règle qui doit être appliquée. C'est que lorsque vous voulez jouer avec quelqu'un, il faut essayer de ne pas le battre tout le temps. Si vous le battez tout le temps, il arrêtera de jouer avec vous. Donc, de temps à autre, non pas lui laisser des droits, mais le laisser gagner pour pouvoir continuer à jouer, pour pouvoir continuer à s'amuser, pour pouvoir continuer à vivre ensemble. Parce qu'on revient à la vie réelle. Et lorsque je parle de migration et de développement, on est pratiquement dans la vie réelle de peuple, on est dans la vie réelle d'1,5 milliard de personnes, ça n'est pas rien. Merci à vous. S'il y a des questions. Ça va, oui. Alors, Mehdi, on parle de narratif et souvent pour moi, quand j'entends parler de l'Afrique, je dis un instant, allons, on parle de quel pays? Alors, c'est un immense continent avec des disparités. D'autre part, il y a une certaine force qu'on peut créer lorsqu'on parle de l'ensemble du continent. Alors, dans quelle mesure ou dans quel cas est-ce que c'est préférable d'avoir un narratif qui englobe le continent et dans quel cas on est mieux d'avoir un discours où on rentre dans le détail national? Et dans un deuxième temps, quel est le pays qui est vraiment le leader de l'Afrique? Il y a différents joueurs qui essayent de s'établir. Il y a évidemment des leaders étrangers qui veulent s'imposer. Mais si on décidait d'aborder une des problématiques qui est le manque d'autorité de l'Union africaine, de dire d'accord, on va rencontrer qui peut vraiment jouer un rôle et veut jouer un rôle de leader qui serait acceptable pour l'ensemble de ce grand continent. Sur le continent africain, aujourd'hui, il y a 4-5 pays qui auraient pu jouer, qui pourraient jouer ce rôle de leader, à la fois par leur poids démographique et leur poids économique. Vous avez d'un côté l'Égypte, c'est maintenant à peu près 105 millions d'habitants, ça n'est pas rien. Je trouve que c'est un pays qui fait le lien également avec le monde arabe, le plus proche du monde arabe et au Moyen-Orient. Et vous avez un autre pays important, c'est l'Éthiopie, siège de l'Union africaine, qui s'approche du 100 millions d'habitants. Vous avez le pays puissance économique principale de l'Afrique, c'est l'Afrique du Sud. C'est aujourd'hui 45 ou 48 millions d'habitants, avec évidemment cette histoire récente de lutte contre l'apartheid et tout le poids de Nelson Mandela et tout ce que ce président a apporté. C'est-à-dire il y avait un poids symbolique, philosophique, politique important. Et puis vous avez un pays qui va devenir un mastodonte mondial sur le plan démographique, qui est le Nigeria.
et aujourd'hui à peu près 200-220 millions d'habitants. Les statistiques ne sont pas très fiables pour ça, mais on parle de 450 millions d'habitants d'ici à 2050. C'est un point important sur le plan économique, même si le Nigeria est déchiré par un certain nombre de problèmes. Dans le temps, il y avait le Biafra, aujourd'hui il y a Boko Haram, et puis évidemment il y a toutes ces conflictualités entre le sud et le nord du Nigeria. Mais sur le plan économique, c'est un pays, sur le plan démographique, c'est un plan important. Il est sur le plan économique important parce qu'il est démographiquement important. Si ça avait été un pays de 20 millions d'habitants, ben, il n'aurait eu pas de poids sur la scène africaine. Puis vous avez deux pays au Maghreb qui sont importants parce que démographiquement importants et économiquement relativement prospères. C'est le Maroc et l'Algérie. C'est le Maroc et l'Algérie. Sauf qu'entre le Maroc et l'Algérie, il y a les difficultés que l'on connaît, pour des raisons factices, bien évidemment. L'Égypte, vous avez la situation politique qui est la sienne, celle d'un pays dirigé par une armée dont le président peut être considéré comme le chef d'un clan avec évidemment tous les éléments en lien avec la corruption qui freine ce pays-là en particulier. Puis évidemment, c'est un pays avec l'armée, c'est 60% de l'économie égyptienne. C'est des dépenses militaires dont on n'a pas besoin, dont ils n'ont pas besoin, parce que l'Égypte n'est plus en guerre avec Israël. Pourquoi elle devrait acheter les armements qu'elle achète aujourd'hui? Pourquoi la France lui livre de tels destroyers, de tels équipements militaires, alors qu'elle n'en a strictement aucun besoin? Le Soudan au sud est trop faible, la Libye à l'ouest est trop faible pour faire la guerre à l'Égypte, et donc on comprend mal pourquoi. Et puis l'Éthiopie, elle est pareil, minée aujourd'hui par la guerre, avec ce qui se passe, le Tigré au nord. Et puis, l'Éthiopie, je n'ai pas pu parler des cas des problématiques environnementales pour chaque pays, parce que chacun a des. J'étais récemment en Éthiopie. J'étais à côté, je suis allé voir les chutes du Nil bleu. Je pense que c'est le Nil bleu. C'est à côté d'une petite ville qui s'appelle Bahir Dar. En arabe, c'est de l'arabe. La maison de la mer. La maison de la mer. Et puis, par chance, je suis allé d'abord là, dans cette petite ville, j'ai passé 3 nuits. Puis, pendant une nuit, il est tombé 4 ou 5 heures de pluie torrentielle. Bénéfique. Extrêmement, ça aurait pu être, on aurait pu dans un pays normal. Cette pluie-là, ces eaux-là n'auraient pas échappé à la captation. Ça aurait été utilisé, cette pluie, pour faire autre chose. Or, la zone est quasiment ou presque sèche. Et puis le lendemain matin, je devais aller vers les chutes du Nil. Qu'est-ce que je voyais sur une petite ville indiquée sur la carte comme une ville? C'est une ville, une petite ville. En fait, c'est un village. Et puis sur mon chemin, à côté de ce village, vous avez des canalisations, en fait, des trous, plein d'eau boueuse, où les enfants, 5, 6 ans, 6 ans, 12 ans, sont en train de se baigner. Les femmes sont en train de faire leur linge. Et puis imaginez, d'un côté, vous perdez tant d'eau qui s'en va ailleurs. Vous avez alors même que si on avait des structures de récupération des eaux, cette eau-là n'aurait quitté nulle part et aurait été utilisée, elle serait allée de nouveau vers le Nil, on l'aurait maintenue et on n'aurait peut-être pas eu ces prémices de guerre qui s'annoncent entre l'Égypte et l'Éthiopie au sujet de ce barrage de l'Espérance que l'Éthiopie a fini de réaliser aujourd'hui. Petit pays. La même chose peut être au Mali. Le Mali, le nord du Mali, vous avez cette belle rivière ou ce beau fleuve qui s'appelle le Niger, sauf que le Niger est pollué de bout en bout. Il passe par des villes où il n'y a ni canalisation, ni possibilité. Donc, du coup, je pouvais parler tout à l'heure, les réserves d'eau du continent africain, c'est presque 9 à 10% des réserves mondiales. Pour une population de 14% de la population mondiale, c'est presque à l'équilibre. Sauf que beaucoup de pays africains, beaucoup de populations africaines n'ont pas accès à l'eau potable parce que justement, soit que ces eaux-là vont directement à la mer, rarement captées, soit que les eaux sont polluées, soit qu'il n'y a pas de canalisation pour pouvoir amener l'eau là on en a besoin. Et ça peut être aussi le cas, non pas seulement des pays d'Afrique centrale, Afrique subsaharienne, mais ça peut être aussi le cas de pays comme l'Algérie, comme la Tunisie, comme le Maroc et même comme l'Égypte. Le Nil est là. Mais il n'y a pas les infrastructures nécessaires pour parvenir à... Au Maroc, on a un barrage qui s'appelle le barrage de l'Unité,
depuis 3 ans, on a la sécheresse sur le pays, sur le pays, en fait, et ce barrage contient 3 milliards de mètres cubes. Il a une contenance de 3,6 milliards de mètres cubes. Sauf que ce barrage, lorsqu'il avait été construit et mis en eau en 1996, il devait être relié à 2 grandes villes de consommation qui sont la ville capitale Rabat et la ville économique Casablanca. C'est 3 millions d'habitants d'un côté, 5 millions de l'autre. Et on devait construire une canalisation pour transporter 600 millions de mètres cubes d'eau annuellement. 600 millions, c'est pas mal. C'est un petit barrage annuel, sauf qu'on a oublié de le faire. On ne l'a pas fait. Ça n'a pas été réalisé, soit parce qu'on n'a pas fait le suivi, soit parce que quelqu'un a oublié, soit parce que quelqu'un a mis de l'argent de côté, c'est pas la peine, ça peut attendre, il pleut. Et après, lorsqu'il a arrêté de pleuvoir au cours de ces 2 dernières années, on a découvert que ça manque. On a perdu 26 ans. Mais pendant ce temps, ces eaux-là se sont évaporées. De l'eau, on ne reste pas, elle ne dure pas, elle est renouvelable, mais lorsque vous vous en servez pas, elle part. Elle s'en va et ça fait autant de perdus pour préserver le milieu naturel, pour préserver une autre rivière, un autre fleuve. Et puis une bonne partie n'a pas été évaporée, n'a pas été utilisée pour l'agriculture, alors que ça aurait servi justement à améliorer les... Donc vous avez un problème institutionnel ou un problème de politique économique, c'est-à-dire de suivi des politiques publiques pour voir si ce qui a été décidé a été véritablement fait. Également sur le plan environnemental, on avait prévu de planter des arbres sur tous les bassins versants. On a oublié de planter les arbres sur les bassins versants. Et lorsque vous avez oublié de planter des arbres sur des bassins versants, ça peut être le cas du Maroc ou de l'Algérie ou de la Tunisie ou de pays qui sont analogues, vous avez du ruissellement, vous avez des pertes de sol, vous avez l'envasement, le remplissage de barrages, non pas par l'eau, mais par de la base. Et vous avez des effets sur le climat. Parce que moins il y a de forêt, plus il y a de ruissellement, moins il y a de pluie, plus il y a de sécheresse. Donc ces liens, aujourd'hui, il faut absolument se les mettre en tête pour pouvoir justement faire en sorte que la forêt, c'est un bien, non seulement un bien particulier d'un pays, mais un bien humain en partage, un bien humain qu'on doit partager. Lorsqu'on se bagarre pour la forêt, lorsqu'on se dispute pour la protection de la forêt amazonienne, on devrait faire la même chose pour la forêt d'un pays comme la RDC, la République démocratique du Congo. C'est 130 millions d'hectares de forêt. Sauf que comme c'est une zone de guerre, les uns et les autres sont en train d'absorber cette forêt et puis, en meilleur des cas, de la laisser à des groupes étrangers pour en faire ce. Et là, on ne parle jamais. On parle d'Amazonie, mais on ne parle jamais de la forêt de la République démocratique du Congo. Or, il y a un problème en République démocratique du Congo. C'est le poumon de l'Afrique. C'est l'un des poumons, c'est l'une des zones les plus importantes pour la respiration de la planète. Il faut en parler. Il faut que la guerre entre le Rwanda et cette guerre entre bandes armées cesse. Il faut que l'Europe, que la France y mette une fin. Il faut pousser à ce que, et ça évidemment, les groupes armés ne le font pas. Il faut qu'il y ait une autorité internationale. Les armées de la paix ou les soldats de la paix des Nations Unies ne doivent pas seulement s'intercaler entre des groupes ou des États en guerre, et ils pourraient aussi s'intercaler pour assurer la sécurité de la planète. Or, protéger la forêt, c'est assurer la sécurité de la planète. Et vous avez vu, on en a entendu ensemble, je suis par chance ici pour voir ce qui se passe de près. C'est seulement lorsque les fumées sont arrivées à New York que le président américain a proposé son aide aux Canadiens. Ne l'a-t-il pas fait avant? C'est comme ça que je reviens à cette association dont j'ai parlé tout à l'heure. Depuis 3 ou 4 ans, il y a des feux de forêt immenses sur le pourtour méditerranéen. Il y a un feu de forêt qui s'est éclaté en 2021 à l'est de l'Algérie qui a tué 192 personnes à 1200 km du Maroc. L'État algérien a accusé les Marocains d'avoir mis le feu dans la forêt algérienne. Je vois mal des avions en passant sur ce territoire-là balancer des allumettes pour mettre le feu. Mais pour autant, l'armée algérienne, l'État algérien qui dépense 14 milliards ou 15 milliards d'armement, n'a pas les Canadair, n'a pas les bombardiers pour pouvoir lutter contre le feu. C'est faramineux.
C'est improbable, c'est impossible. Vous achetez tous les armements que vous voulez, les destroyers, les sous-marins, les avions de combat, chacun coûtant 1-2 milliards de centimes, 100 millions d'euros, 50 millions d'euros, mais vous n'achetez pas des avions pour lutter contre le feu. Il y a un problème. Un problème de cohérence, un problème de sécurité important. Et c'est comme ça, avec ce groupe dont je viens de parler, on a proposé la création d'une task force méditerranéenne pour lutter contre les feux en Méditerranée. Et ça devrait être la même chose ici chez vous, avec les Américains, les Mexicains, d'autres pays plus ou moins lointains, pour dire la forêt, c'est l'affaire de tous, la protection de l'affaire de tous, c'est l'affaire de tous, on la protège ensemble. Et si on ne se met pas en tête qu'il y a un lien entre les uns et les autres, et donc une liaison à faire entre les ressources des uns et des autres, Alors, sur le plan de la surpêche, la surpêche, pareil, la surpêche. on a ici au Canada des poissons, lorsqu'on va à l'épicerie ici à Ottawa, le poisson, quand on regarde l'origine, ça dit Chine, bon, ça vient pas de Chine, ça vient des côtes du Sénégal ou de nos côtes à nous, et le lien là est direct. Ah ben évidemment. Et il y a une conscientisation à faire. Je vais vous dire, l'exemple marocain est important sur ce sujet. On a un ministère de la pêche, de l'agriculture et de la pêche qui est très, très performant sur le sujet de la protection de la. Et puis, il y a eu de grosses négociations entre l'Union européenne depuis 1996 pour d'abord atténuer les prélèvements et pour protéger les espèces en voie de surexploitation et donc de diminution importante. On a imposé des périodes de repos biologique. Et c'est respecté pratiquement, je pense, il n'y a pas trop de décalage, il n'y a pas trop de problèmes sur ce sujet-là. Sauf que vous avez au sud du Maroc des pays beaucoup moins performants sur le plan institutionnel, moins organisés sur ce type de choses. Vous avez, ça démarre avec la Mauritanie, puis ça continue vers le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Conakry. Et là, toutes les flottes qui sont interdites de pêcher sur le territoire marocain, elles sont présentes sur le territoire, sur ces territoires-là. Et lorsqu'on sait que 2-3 millions de personnes sur la côte, là, vous allez au Sénégal, si jamais vous repartez pour les mineurs au Sénégal, si vous allez à Dakar, là où on pêchait dans le temps, il n'y a plus de pêche, il n'y a plus de poissons. Et toutes les barques qui sortaient pour pêcher, désormais, elles sont utilisées, elles ont à un moment utilisé pour envoyer des migrants. Mais donc, pour revenir à ça, vous avez une surexploitation. Les bateaux font ce qu'ils veulent, ils agissent comme ils veulent. Et puis, en détruisant la ressource halieutique de la zone, vous détruisez aussi l'emploi et aussi la richesse et le goûter ou la nutrition des personnes sur place. Et ce qui va de la pêche va aussi pour les politiques agricoles, les subventions agricoles. Un État qui subventionne son coton à l'international, les Américains ou l'Union européenne, lorsque vous subventionnez les producteurs pour les aider à tenir leur coût de production, le Malien ou le Ivoirien, l'État ne l'aide pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il ne produit plus. Il n'y a plus de... protège le marché. On envoie sur le continent africain des bas morceaux de poulet ou de dinde. Mais en les envoyant, les bas morceaux, c'est-à-dire ceux qui coûtent le moins cher, qui vont être payés au moins cher. Et en ce faisant, on va détruire toute la chaîne viticole pour beaucoup de pays africains qui n'arrivent pas à se protéger contre ces importations. Et ça, si les États ne le mettent pas en phase 2, dans ce qu'ils disent, on va lutter contre la migration irrégulière, mais on va agir sur le plan économique pour faire en sorte qu'on limite à l'amont cette immigration-là, évidemment. Vous ne pouvez pas avoir, comme disent les Français, le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Ça fait bon. Pour les mêmes. J'ai une question. Oui, pour Vous me permettez, après, je pense que tu as répondu un petit peu, notamment dans ta réponse à Caroline. On nous demande s'il est vrai que les pays qui semblent les plus riches sont l'Afrique du Sud, mais également le Nigeria, l'Égypte. Qu'est-ce qui expliquerait que ces populations souhaitent toujours migrer vers l'Occident? Alors, lorsque je dis pays riche, je ne dis pas population riche. Les États sont puissants parce que mais l'Égypte, c'est moins de 1 400 $ par habitant et par an, si mes souvenirs sont bons. Le Maroc, c'est 3 000.
Le plus riche par habitant, c'est l'Afrique du Sud. C'est aux alentours de 9 000 ou 10 000 dollars par habitant et par an. Et d'ailleurs, c'est pas toute l'Afrique Il du y a Sud. des inégalités. Vous avez des déjà. importantes. Et puis le Nigeria, c'est la richesse, c'est le nombre qui fait la richesse. Mais pour le reste, évidemment, les motifs des uns et des autres sont quasiment similaires. Ce qui pousse le petit paysan marocain ou le petit mineur marocain, mineur, c'est-à-dire 15, 16, 20 ans, à partir d'une ville de Rabat comme Rabat ou comme Casablanca ou comme El Jadida, c'est parce que soit il n'a pas d'emploi, soit il a un petit emploi pour lequel il considère qu'il a des capacités meilleures, il veut aller ailleurs. Il n'a pas d'école non plus, il n'a pas de couverture médicale, il n'a pas d'accès à un certain nombre de choses. Et donc, les motifs peuvent être divers et variés. Et la richesse, lorsque je parle de richesse d'État, on peut être un État très riche, mais la population est très pauvre. L'État algérien est très riche, mais la population est pauvre. Parce que l'argent n'est pas redistribué comme il le faut. L'argent part sous plusieurs formes. La même chose pour l'Égypte, la même chose jusqu'à une certaine limite pour le Maroc. C'est le pays, lorsque je dis moyenne de 3 000, vous avez des personnes qui ont des revenus analogues à ceux des Émiratis ou des personnes des Norvégiens, par exemple. Et puis, vous avez des gens qui n'ont pas de ressources, qui sont en situation d'emploi. Et puis, par ailleurs, vous avez des systèmes de fiscaux qui ne permettent pas la redistribution de la richesse sous des termes plus égalitaires. Vous n'avez pas l'école gratuite pour tous, vous n'avez pas la santé gratuite pour tous, même si parfois on essaie de le faire. Donc, vous avez la quantité d'argent disponible à l'échelle de l'État peut être totalement disloqué à l'échelle, on a une approche totalement disloquée à l'échelle des particuliers pour une succession de raisons. J'espère que tant mieux, on prend les deux questions. Oui. Et il nous reste 6 minutes pour l'heure officielle du séminaire. Merci Mahdi pour l'exposé qui est vraiment très riche et très inspirant, surtout pour les chercheurs de la relève comme moi. Et africains non plus. Je vais intervenir sur 2 points qui se rejoignent en fait. Le premier, c'est par rapport à ce que vous avez souligné à la fin de votre exposé sur le besoin de déconstruire le discours officiel sur le retard du continent africain. Vous avez dressé un certain nombre de facteurs qui pénalisent la croissance du continent africain, notamment le lait colonial, il y a aussi une dynamique néocoloniale. Vous avez aussi parlé de l'absence de la démocratie, le manque de gouvernance, la corruption des systèmes politiques en Afrique, aussi le déficit en matière des ressources humaines qualifiées, la faible part de financement de la recherche scientifique, etc. Si on observe un peu ces facteurs-là, ils n'ont pas un lien direct avec l'appauvrissement, vous l'avez bien dit, l'appauvrissement, je suis contre le fait de dire que l'Afrique est un continent pauvre, c'est un continent appauvri, vous l'avez bien souligné. Donc ces facteurs-là, ils n'ont pas un lien direct avec la crise écologique, notamment la sécheresse, la désertification, etc. Est-ce qu'à votre avis, le discours sur les problèmes environnementaux du continent africain ne serait pas un moyen de détourner un peu l'opinion publique sur les vrais problèmes de l'appauvrissement du continent africain? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est récemment, on a vu l'émergence d'une voix portée par les intellectuels de Sud. Je cite l'exemple de Félix Sarr, que vous connaissez sûrement, l'écrivain sénégalais qui est l'instigateur de l'appel à la restitution des biens culturels africains des musées européens, notamment les musées de la France. Il y a aussi l'un des auteurs fondamentaux de ce qu'on appelle la décolonisation de l'Afrique. Il parle d'une Afrique utopique. À votre avis, est-ce qu'une Afrique indépendante, une Afrique utopique, est-ce qu'il est possible aujourd'hui? Et quelle est notre responsabilité en tant que jeunes chercheurs pour porter notre contribution à cette Afrique émergente? L'autre question? Comme vous voulez. Peut-être qu'on se recoupe un petit peu. Comment dire? En suivant, M. Mehdi évoquait toutes ces iniquités
toutes ces iniquités économiques, alors, je me demandais, alors il a fait le lien entre sous-développement et corruption. Alors là, je voulais, à ce niveau-là, est-ce que vous pouvez un peu développer le lien entre sous-développement et corruption? Ça, c'est une chose, parce que je voulais comprendre un peu. Parce que tel que moi, je vois les choses se passer sur le terrain, je me dis, l'Afrique porte aussi une grande part de son appauvrissement. Donc, vous l'avez dit. Mais là, je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça que je pose la question, oui, du développement. Si vous pouvez un peu développer le lien entre sous-développement et Ça prend corruption. beaucoup de temps. Je vais le dire en deux images. La corruption, c'est quelqu'un qui, lorsque vous recevez $1000, par exemple, selon que vous soyez un grand corrompu ou un petit, ou selon que vous soyez fort ou faible, c'est quelqu'un qui va tendre la main dans votre poche et il va vous en prendre, sur 100, il va vous prendre 80, ou sur 100, il va vous en prendre 10, ou sur 20. La corruption, c'est aussi un système politique et institutionnel en place qui fait que vous gagnez de l'argent, entre parenthèses, alors que vous n'y avez pas droit. Et ça empêche les investissements, ça empêche l'initiative, ça empêche la production, ça empêche beaucoup de choses parce que les clients ne veulent pas et parce que vous savez que vous allez affronter quelqu'un qui va vous demander de prendre une bonne part de ce que vous allez produire sans motif. Ben, vous sortez du circuit économique. Il y a un auteur arabe qui s'appelle Ibn Khaldoun, un grand philosophe, ça fait 5 siècles, qui avait parlé de l'impôt et qui avait dit que trop d'impôts tue l'impôt. Et la corruption, c'est un impôt caché. C'est un impôt non prévu. C'est un impôt qui est pratiquement ça relève du chantage. Ou vous donnez ou vous faites rien. Donc ça, c'est cela qui bloque les économies. Et vous allez remarquer que les pays les plus évolués sur le plan économique et institutionnel, non pas nécessairement les plus riches, mais les plus évolués, les plus en avance à tous les niveaux, et notamment les pays scandinaves, c'est là que vous n'avez pas de corruption, ou quasiment pas. Vous pouvez trouver de la corruption aux États-Unis d'Amérique, vous pouvez trouver de la corruption en France, vous pouvez en trouver un peu au Canada, dans certains secteurs, notamment celui du bâtiment ou celui des travaux publics, c'est de notoriété publique, mais vous n'en trouvez pas au Danemark, en Finlande, en Suède. Si un chef d'État ou un premier ministre ou une dame première ministre utilise par exemple la carte de son ministère pour acheter un timbre-poste pour envoyer une lettre à son enfant, ben, elle peut pousser à démissionner. Souvent démissionner. Ou il démissionne. Là, il utilisait la publique, là où il ne le fallait pas. Or, là, ce sont des pratiques qui ne reviennent pas, non, même pas dans l'esprit des opérateurs africains ou des États en Afrique. Je ne sais pas si vous avez suivi depuis quelque temps cette affaire de ce conseiller du président français qui s'appelle Colère, avec cette affaire de cette compagnie maritime qui s'appelle la MSC, la Mediterranean Ships Company. Il est poursuivi pour avoir interféré entre deux guillemets, dans l'achat de bateaux par cette société qui appartiendrait à des cousins de sa femme. Il n'a pas reçu d'argent directement, mais il en a reçu par des vacances pour lui et pour sa famille de luxe sur des bateaux de luxe de la compagnie. Si l'État français a cherché à aller aussi loin que possible dans cette affaire, c'est parce qu'il sait que ce genre de choses porte atteinte à la liberté du marché, aux règles du marché. Petit jusqu'au plus. Alors, pour revenir à votre première question, ben, l'environnement fait partie de la question de la pauvreté. L'environnement, c'est un sujet qui est posé de longue date. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on en parle à l'international qu'on en parle. On parle aussi en tant qu'associatif, en tant qu'enseignant. Le plastique, c'est un problème. Le bétonnage, c'est un problème. L'artificialisation des sols, c'est un problème. La surconsommation électrique est un problème. La consommation fossile, de ressources fossiles, c'est un problème. C'était
un problème, ça fait longtemps, et ça l'est encore devenu davantage aujourd'hui. Et maintenant, les politiques publiques devaient tenir compte de cela avant, elles doivent en tenir compte encore plus aujourd'hui. Et puis le constat, c'est que justement, désormais, dans les pays les plus pauvres, plus on est pauvre, moins on tient la corde sur le plan de la lutte contre l'environnement. Et parfois, lorsqu'on est encore également très riche, on tient encore moins la corde pour la lutte contre l'environnement. C'est le cas des Émirats arabes unis ou du Qatar, par exemple. Et là, je reviens à la corruption de nouveau. Le Qatar a reçu ce privilège, en parenthèse, d'organiser la Coupe du Monde sur la base d'un accord de corruption, d'un pacte de corruption signé à l'Élysée au mois de décembre de l'année 2010. Et puis après, vous avez la Fédération internationale de foot qui est venue, ça fait à la veille de la tenue de la Coupe du Monde, pour dire que cette Coupe du Monde sera neutre en matière de carbone. Et puis finalement, vous avez un tribunal suisse, juste ça fait lundi dernier, avant-hier, ça fait 3 jours, qui a dit que la FIFA a menti et qu'elle n'avait pas à mentir parce qu'elle a induit les gens en erreur et qu'on ne peut pas savoir si la Coupe du Monde était neutre en carbone ou non aujourd'hui. Et puis la Suisse a tapé, la petite Suisse, si je puis dire, a tapé sur la puissante FIFA, sur les doigts de la main de la puissante FIFA pour lui dire il ne faut pas remettre ça, il ne faut pas mentir. Et la FIFA a menti. Donc vous avez un lien important entre la question environnementale et la question non pas seulement du développement, mais aussi de la marche à suivre pour protéger votre développement, pour avoir un développement durable. J'ai parlé du Maroc, j'ai parlé de cette infrastructure pour l'eau, pour ce barrage de l'unité, mais ça fait longtemps qu'on disait que nos rivières sont polluées, alors qu'il n'y a pas d'eau. On disait que les nappes phréatiques sont polluées, et on sait quelles sont les origines de la pollution. Et les origines de la pollution, on peut les combattre avec de nouvelles politiques économiques, en disant, par exemple, les incitations à l'investissement ne peuvent investir dans tel ou tel secteur que ceux qui interfèrent ou qui agissent avec tel investissement, telle technologie, telle énergie, et ça, les États peuvent le faire. Et certains ont commencé à le faire, même sans, on commence désormais à voir autre chose que ce qui se fait, ça fait 10 ans. On parle aujourd'hui de la fin du fossile, la fin du pétrole dans la circulation automobile, l'arrêt de la production de moteurs à énergie fossile, l'énergie propre, l'énergie à hydrogène. Tout cela, ce sont des choses nouvelles et ce ne sont pas des choses qui sont laissées seulement à l'initiative privée. Ce sont des décisions publiques, nationales et des décisions supranationales. Avant-hier, j'ai parlé de ces insecticides qu'on nous envoie. C'est l'affaire de tout le monde. Monsieur Mehdi, puisqu'on a presque terminé. On a presque terminé. Alors, en Afrique aussi, on observe quelque chose, l'impossibilité d'immigration interafricaine de se développer, par exemple, entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Les Nord-Africains qui tapent très fort sur les migrants subsahariens. Or, ces migrants subsahariens, si on les permettait de s'épanouir en Afrique du Nord, ils pourraient faire des remises dans leur pays et permettre un certain nombre de choses que les États sur place ne permettent pas à cause de l'excès de corruption et de détournement des deniers publics. Ça, je crois que c'est aussi, c'est intéressant d'évoquer ça dans… Ça fait longtemps que j'ai parlé de ce sujet. Et pour revenir au Maroc ou à l'Algérie, par exemple, ou même à la Tunisie, nous recevons, par exemple, très peu de personnes qui viennent du Malawi ou de Namibie, par exemple. Très peu de personnes du Botswana, par exemple. Pourquoi avoir des visas de circulation avec ces pays? Et moi-même, ça fait longtemps que j'ai écrit. Si vous vous référez à mes écrits, en 2006, 2007, 2009, dans des écrits avec l'OCDE, j'avais écrit qu'il faut pouvoir ouvrir les frontières. Ça reste qu'au niveau de l'Afrique. Je parle de l'Afrique. Je ne suis pas en responsabilité, mais cette question-là, nous l'avons posée de longue date. Elle est posée de longue date. Et la libre circulation entre le Maroc et le Sénégal, par exemple, n'a pas fait que l'ensemble des Sénégalais sont venus s'installer au Maroc, ou l'ensemble des Marocains sont allés s'installer au Sénégal. Ça, c'est pas vrai. Par contre, il y a une facilité de circulation et c'est cette facilité pour laquelle l'Union africaine devrait œuvrer pour pouvoir aller vers
ce genre de choses. Bien évidemment. Les problèmes de l'Afrique, à certains moments, je me demande s'il ne faut pas changer même de façon de les présenter. Il faut vous demander. Quand on regarde de près sur le terrain, on se rend compte que les Africains portent une immense responsabilité. Évidemment. Une immense. Évidemment. On n'a même plus envie d'accuser les iniquités. Exactement, oui. Les iniquités. Parfois, on déplace les problèmes. Oui, c'est ça. Au plaisir. Oui. C'est pour ça que le problème de l'Afrique, je crois qu'il faut les traiter localement. Caroline, tu as une question? Mais Globalement, comme ça, parfois, on ne se retrouve pas trop. Mais je me demande, parce qu'on dit l'Afrique, qu'on n'utilise plus l'homme, hein, ici, à moins qu'on désigne simplement la moitié de l'humanité. Est-ce que l'Afrique n'est pas, au contraire de cette vision qu'on a, n'est pas encore rendue à un tel stade, mais plutôt des options d'avenir, c'est-à-dire qu'il y a encore des lieux où on produit sans produits chimiques, sans... Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités, des modèles? C'est mon intitulé lorsque j'ai dit l'Afrique en réserve. Pour demain. C'est un mot à plusieurs acceptions. Parce qu'avec le retour, par exemple, de ces petits marchés d'échange, d'économie de proximité. Oui, et puis il y a on parle d'éducation, mais une éducation qui n'est pas sur le modèle de français, mais sur les savoirs locaux. Je pense que, comme au Canada, l'avenir sur le plan écologique doit reposer sur les connaissances autochtones, des réalités, des approches. Il y a peut-être justement des connaissances qui aident à montrer un avenir. Donc, ce chambardement, de regarder autrement. On parle de cela notamment pour la question de la gestion de l'eau. Nous avons en Maroc des systèmes ancestraux d'irrigation de l'essence de l'eau qui s'appellent les Ftara. Oui, comme au Liban. Comme au Liban, comme dans un état du Golfe qui s'appelle Sultanat d'Oman, ça s'appelle les Falages, et dans certaines régions, vous avez des zones qui ont commencé à revivre avec ces systèmes. Peut-être on s'arrête? Oui. Merci à vous, merci d'être resté là, malgré la difficulté du sujet. On croit.